vous voulez tout de suite? Ok, pas de problème. Pas de souci. Alors, allons-y. Alors voilà, et bon, on y va. Donc là, il n'y en a qu'une, hein, donc ça vous permettra d'aller assez vite sur les questions. On va essayer de retrouver le diaporama et... évidemment, quand on parle d'inégalité, on a beaucoup de choses, vous imaginez, à l'INSEE. On a envie à la fois de parler de questions un peu structurelles d'inégalité, de questions conjoncturelles, de savoir comment ça a évolué récemment. On a envie de parler d'égalité de revenus, d'égalité de patrimoine, d'égalité des chances. Donc de mobilité dans la vie et de mobilité d'une génération à l'autre. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Donc je vais vous donner un petit panorama de ça en vous signalant, donc, puisque j'ai... Ah ben c'est parti. Voilà. Merci Christelle. Donc en vous signalant que sur ces questions d'inégalité de revenus, on est toujours un petit peu en retard, donc je préviens tout de suite la critique. Hein. Moi, je ne sais pas vous dire aujourd'hui quelle est l'évolution des inégalités en 2022 et encore moins en 2023. On le fait en ayant l'ensemble des déclarations fiscales, l'ensemble des déclarations des organismes de sécurité sociale, etc., etc. Ça demande du temps. Et donc, on n'a que des éléments parcellaires pour 2022. En plus, depuis le Covid, les exercices qu'on essayait de faire pour être un peu en avance de phase sont rendus un peu plus fragiles, un peu plus compliqués. Et donc, le temps qu'on avait essayé de gagner avant, on l'a un petit peu perdu depuis. Donc, je sais que ça peut être un peu déceptif sur l'évolution la plus récente. Alors en revanche, on a beaucoup de choses sur des choses structurelles et puis qui vont jusqu'en 2021, puisque la publication que vous mentionniez en introduction, Monsieur le Président, porte effectivement sur l'évolution des inégalités, taux de pauvreté, etc. En 2021, c'était une publication de novembre, je crois, dernier. C'est à ça que vous avez fait référence. Alors, je commence donc par ce premier graphique qui montre l'évolution des niveaux de vie sur 25 ans. Hein. Depuis 1996 et donc jusqu'au dernier point 2021, en regardant à différents niveaux de revenus. Donc techniquement, on appelle ça les premiers, 5e et 9e déciles de revenus. Donc le premier décile de revenus plutôt représentatif des ménages modestes, hein, c'est le décile qui sépare les 10% les plus modestes des 90% au-dessus. Le 5e décile, c'est le ménage médian, la moitié en dessous, la moitié au-dessus. Et le 9e décile, c'est ce qui sépare les 10% les plus riches des 90% en dessous. Et c'est quand on va comparer ces différentes évolutions qu'on va regarder l'évolution des inégalités de revenus. Mais le graphique, je trouve qu'il est intéressant parce que ce qui montre surtout, c'est que, alors il y a les trois courbes. Le premier décile, les plus modestes, c'est la courbe en bleu. Le décile du milieu, c'est une sorte d'orange. Et c'est une sorte de vert pour le 9e décile, les plus représentatifs des plus riches. Il y a une forme commune à ces trois courbes, c'est qu'elles évoluaient globalement, graduellement à la hausse jusqu'à la crise financière de 2008-2009. Et qu'à partir de 2009, sur toute la décennie qui a suivi, alors c'est pas exactement le même profil selon les déciles, mais globalement vous faites le bilan à la fin de la décennie des années 2010, le niveau de vie, quel que soit le niveau de revenu, a stagné au cours de la décennie 2010. Donc après les 10 ans qui ont succédé à la crise financière de 2008-2009, quel que soit le niveau de revenu, en gros, statistiquement, les ménages français ont vu leurs revenus stagner alors qu'ils augmentaient précédemment. Mais c'est une figure commune aux différents niveaux de revenus. Alors si on zoome sur la période récente et sur les chiffres qu'on a publiés au mois de novembre, ce qu'on constate, c'est, vous voyez que la courbe bleue remonte pas mal en 2019 et 2020, donc c'est les plus modestes. C'est qu'en 2020, et ce n'était pas forcément l'intuition qu'on avait au moment du Covid, mais il y a eu tellement d'aides en fait, de l'État en faveur des plus modestes au moment de l'année 2020 que leur niveau de revenus a augmenté. Et alors en 2021, il y a un certain nombre de ces aides qui sont réduites. Et donc on a l'effet inverse. Par contre-coup, le niveau de vie des plus modestes baisse en 2020. Donc on le mentionne là en commentaire de la diapo. C'est l'arrêt des aides exceptionnelles de solidarité, plus la contemporanéisation, je suis arrivé à le dire, des APL. Et puis on a ce phénomène que je mentionnais à l'instant, que quand il y a de l'inflation,
Certes, les bas revenus sont protégés de l'inflation parce qu'il y a, dans la plupart des cas, des dispositions législatives d'indexation sur les prix, mais elles arrivent souvent au 1er janvier, au 1er avril, etc., de l'année d'après. Donc, transitoirement, quand l'inflation monte, il y a une baisse de pouvoir d'achat pour ceux qui sont concernés. Ce qui se passe aussi en 2021, c'est qu'il y a déjà les premiers effets du dynamisme des revenus du patrimoine, sur les plus aisés. Alors, vous voyez, donc c'est des courbes qui sont assez similaires. Donc, si on passe au graphique suivant qui montre les inégalités, les différents indicateurs d'inégalité, donc je ne vais pas être techno, vous expliquer ce que c'est, mais par exemple, celui du bas, la courbe du bas, c'est le ratio entre le 9e décile et le 1er décile, donc deux des courbes qu'on montrait précédemment. Il est à peu près autour de 3,5, quelque chose comme ça. Et il ne bouge pas, en fait. Et c'est bien, c'est exactement une autre manière de montrer le graphique précédent. C'est que globalement, depuis la crise financière, tout le monde évolue de manière parallèle avec un arrêt de la hausse des niveaux de vie, une stabilisation des niveaux de vie. Les autres indicateurs, vous voyez, il y a le Gini, et puis il y a un troisième indicateur, c'est la courbe bleue. Et aussi, ils n'ont pas de tendance très fortement affichée. Simplement, et on l'a bien mentionné dans notre publication, en 2021, avec les phénomènes que j'ai décrits précédemment, on se retrouve plutôt à des niveaux d'indicateurs d'inégalité qui sont, alors ça n'explose pas, parce que souvent on voit dans les commentaires que les inégalités explosent, elles n'explosent pas, mais on se retrouve quand même à des indicateurs d'inégalité qui sont plutôt au plus haut de ce qu'on a connu dans les 20 dernières années, notamment peu après la crise financière, au début des années 2010, en 2011 particulièrement. Donc ce n'est pas une tendance, mais c'est une remontée des indicateurs d'inégalité plutôt dans les hautes fourchettes de ce qu'on a pu connaître au cours de la période récente. Et c'est vrai aussi du taux de pauvreté. Le taux de pauvreté, alors techniquement, c'est la part de la population qui vit dans des ménages dont le niveau de vie est inférieur à 60% du niveau de vie du ménage médian. Bon, c'est très technique, mais ce sont les conventions internationales et ça justifie. Donc ce taux de pauvreté, il atteint 14,5% et il dépasse son niveau de 2019. Donc lui aussi, il est un peu dans le haut de fourchette de ce qu'on a pu connaître au cours de la période récente. Si on on regarde un petit peu qui est plus susceptible d'être exposé au risque de pauvreté, on trouve sans surprise, alors on regarde les différents types d'activités à gauche et les différents types de situations familiales à droite. Donc dans le graphique de gauche, on trouve évidemment sans surprise que les personnes qui sont inactives et les personnes qui sont au chômage sont plus susceptibles d'être dans un ménage pauvre, évidemment. Ce qu'il faut vraiment toujours rappeler, c'est que pour les retraités, on est aujourd'hui dans une situation où on a moins de chances d'être... on est moins susceptible d'être pauvre quand on est dans un ménage de retraités que dans la moyenne des ménages français, mais ça a longtemps été le contraire. Jusqu'aux années 70, à la forte revalorisation des retraites, la pauvreté était beaucoup le fait des personnes âgées. Donc on n'est plus du tout dans ce cas de figure aujourd'hui. Et quand on regarde par type de ménage et de situation familiale, on retrouve bien entendu que les plus exposés, ce sont les familles monoparentales, ensuite les familles nombreuses, ensuite les personnes seules, et les couples qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont qu'un ou deux enfants, sont plutôt moins exposés à la pauvreté que les autres ménages. Voilà. Et alors, je crois que le graphique suivant, ce sont des comparaisons internationales, c'est ça. Alors, les chiffres ne sont pas exactement les mêmes parce que c'est harmonisé par Eurostat, etc. Mais on retrouve à peu près malgré tout les mêmes chiffres, avec deux indicateurs. Le taux de pauvreté, c'est en abscisse, et en ordonnée, c'est quelque chose dont on parle moins, mais qui est assez important, on essaye toujours de publier là-dessus, nous, à l'INSEE, c'est l'intensité de la pauvreté. Parce que c'est aussi... le taux de pauvreté ne dit rien sur la grande pauvreté, et ne dit rien sur à quel point on est pauvre. Donc il faut pas essayer de résumer l'histoire de la pauvreté en un seul indicateur, il en faut au moins deux. Et donc on essaie toujours de parler de taux de pauvreté et l'intensité de la pauvreté. Qu'est-ce que c'est l'intensité de la pauvreté? C'est de combien de pourcents on est éloigné
quand on est pauvre, à combien on est en dessous du seuil de pauvreté. Alors, malgré tout, les deux indicateurs, vous voyez, quand on met ça sur les différents pays de l'Union européenne, c'est assez corrélé. En général, quand on a plus de pauvres, regardez la Roumanie, on a aussi une intensité de la pauvreté plus forte. Mais enfin, il peut y avoir des exceptions. Et vous voyez que la France est à peu près au milieu, un petit peu en dessous de la moyenne de l'Union européenne. Sur ces deux indicateurs. Et ça, c'est vrai de la pauvreté. Si on regarde des indicateurs d'inégalité, là, on ne va pas vous les infliger tous, mais celui qu'on compare usuellement, c'est un indicateur synthétique qui est l'indice de Gini. Alors là, on est le pays qui est le plus proche de la moyenne européenne. Vous voyez, la moyenne européenne, c'est en vert, ou en, je ne sais pas quoi, en brun. Et la France, c'est en rouge. Et on voit qu'on est à un niveau d'inégalité vraiment très proche de la moyenne de l'Union européenne. Alors, les comparaisons internationales permettent de regarder aussi si c'est plutôt lié aux inégalités des revenus primaires, des revenus du travail, des revenus du capital, ou plutôt lié à la redistribution. Ce qu'on observe là, c'est que la France est un des pays où la redistribution joue le plus pour réduire les inégalités. Hein, vous le voyez, c'est de combien, techniquement, c'est de combien l'indice de Gini est modifié par le système de redistribution par prélèvement et transfert, hein, les impôts et les différentes allocations. Donc c'est un rôle important. Nous, on a beaucoup de publications qui regardent après en détail. On sait que les allocations logement, que les allocations familiales, le complément familial, sont notamment des transferts qui jouent beaucoup pour réduire les inégalités. Ensuite, on a fait un travail dont vous avez peut-être entendu parler, spécifique à l'INSEE, hein, qui n'est pas fait ailleurs, de dire, bon, c'est bien de s'intéresser au système de prélèvement et de transfert, mais il y a aussi d'autres phénomènes qui jouent sur la redistribution, qui sont l'accès aux services publics. Le fait que l'éducation, la santé sont pas gratuits, mais coûtent relativement peu aux ménages, ça participe de la redistribution, bien sûr. Notamment dans le modèle social de notre pays. Alors on a appelé ça la redistribution élargie. Et ça conduit à dire, quelque chose que vous avez peut-être vu, ça a été pas mal commenté dans la presse, que si on regarde l'écart de revenus entre les 10% les plus aisés et les 10% les plus modestes, avant toute redistribution, que ce soit impôts, allocations, accès aux services publics, le multiple est de 18. Les 10% les plus riches ont 18 fois plus de revenus que les plus modestes. Après redistribution et après prise en compte, avec des hypothèses, hein, bien sûr, de la valorisation de l'accès aux services publics, le multiple redescend à 3. Donc ça montre ce phénomène très important de redistribution, à la fois par les prélèvements et transferts et par les services publics dans ce pays. Ça répond aussi à une question que moi j'avais voulu traiter. J'avais été frappé de sondages au moment du Covid ou des Gilets jaunes, je ne sais plus, des Gilets jaunes je crois, où les Français disaient, quand on les interrogeait, 75% des Français pensent qu'ils contribuent plus au système qu'ils n'en bénéficient. Quand vous avez des sondages de ce type, la majorité des Français pensent qu'ils sont contributeurs nets. Alors en fait, quand on fait ce calcul-là, alors pareil, il est soumis à hypothèse, à critique, etc. Mais globalement, il n'a pas été contesté par les universitaires qui s'intéressent au sujet et qu'on est un peu associé aux réflexions. On trouve que 57% des personnes sont en fait contributeurs nets. Et 43%... pardon, excusez-moi, c'est le contraire. 57% sont bénéficiaires nets, pardon, et 43% donc sont contributeurs nets, ce qui est pas tout à fait surprenant. Mais donc ça permet de corriger un peu un biais cognitif qu'on a sans doute. Alors on ne peut pas faire de comparaison internationale là-dessus parce qu'on est le seul pays à avoir fait ce genre de travaux, il me semble. Christelle, qu'est-ce que tu me proposes après ? Alors après, donc là, ça s'est arrêté en 2021. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur 2022 ? Alors en 2022, on n'a pas encore ces indicateurs de pauvreté monétaire parce qu'on n'a pas encore exploité toutes les sources fiscales, etc. Donc on va le faire chez Christelle dans les mois qui viennent. Et on espère vous parler du taux de pauvreté, des inégalités à peu près au milieu de l'année qui vient.
pour 2022. Mais en revanche, ce qu'on a, c'est une enquête qu'on fait auprès de 10 ou 15 000 ménages et où on leur pose des questions, pas tant sur le revenu que sur le ressenti, sur leur bien-être ou sur les privations. Et il y a des harmonisations internationales sur les types de questions qu'on pose. Donc je crois qu'on pose des questions sur 13 privations. 13 privations. On demande aux gens, est-ce que vous privez de ceci, de cela? Et on est en pauvreté matérielle et sociale. Hein. C'est des conventions qui ont été réfléchies avec les académiques aussi au niveau international. Lorsqu'on on ressent au moins 5 privations sur les 13. Et alors là, ce qui est intéressant, peut-être le graphique précédent, on reste sur le graphique précédent, c'est qu'on trouve qu'il y a à peu près la même proportion de la population qui se sent en privation, 14%, que celle qu'on trouve en pauvreté lorsqu'on regarde les indicateurs purement financiers monétaires. C'est les 14,5% dont je parlais tout à l'heure de taux de pauvreté. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que quand on fait les appariements, quand on regarde, il y a des gens qui ont des privations qui ne sont pas pauvres au sens monétaire, et puis il y a des gens qui sont pauvres au sens monétaire et qui ne déclarent pas ressentir des privations. Donc le noyau dur de la pauvreté, c'est l'intersection. Et puis il y a une sorte de halo, hein, on va dire, un peu comme sur l'emploi et le chômage. Qu'est-ce qu'on peut dire donc, une fois que j'ai présenté ce concept, qu'est-ce qu'on peut dire en 2022 hein, donc c'est l'information, je dirais, conjoncturelle, en tout cas la plus récente qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a effectivement 14% des personnes qui ressentent au moins 5 de ces 13 privations. C'est un chiffre qui est un peu en hausse par rapport aux années précédentes. Mais vous voyez que les taux de personnes qui se déclarent en privation est très variable selon les items. Il y a 30% des gens qui disent « Moi, je ne sais pas faire face à une dépense imprévue de 1 000 euros ». Il y a 10% qui disent, début 2022, hein, « Je ne peux pas me chauffer correctement ». Il n'y a que 2% qui disent « Je ne suis pas en mesure, financièrement parlant, d'avoir Internet ». Donc voilà, les choses sont très variables. Parfois même, on a des surprises quand on regarde ces chiffres. Mais c'est la dernière information qu'on peut dire. Si on regarde un peu plus en détail, nous, comment ça influe, c'est le graphique suivant, sur la manière dont les gens sentent leur bien-être, eh bien, on voit, c'est en bas, que ceux qui sont en situation de privation, sans surprise, se déclarent beaucoup moins heureux que les autres, ça va de soi. Ils se déclarent aussi beaucoup plus souvent se sentir exclus de la société, et ils se déclarent aussi, dans une certaine mesure, en situation de manque de proches à qui ils peuvent demander de l'aide. Même si, quand même, globalement, la majorité des Français disent pouvoir demander de l'aide à des proches. C'est moins le cas quand on est en situation de privation. Ensuite, comme on est avancé dans le temps, puis je vois que vous avez beaucoup de questions, je ne vais pas trop vous montrer tous les graphiques qu'on a fait sur des publications propres à 2022. Je vais vous les résumer en disant que pour 2022, on ne sait pas vraiment dire quelle sera la situation. Parce que d'une part, l'inflation a touché les plus modestes et on retrouve cette histoire, même s'il y a eu la revalorisation anticipée du 1er juillet 2022, qu'il y a un retard entre l'inflation et la revalorisation des allocations. Donc ça peut jouer sur les phénomènes de pauvreté des plus pauvres en 2022. Mais ce qu'on trouve également, c'est que les mesures qui ont été prises en 2022 ont été plus ciblées sur les plus modestes. Donc notamment les primes exceptionnelles de rentrée, le chèque énergie, l'indemnité inflation, si vous vous rappelez bien les mesures de 2022. Voilà, mais ça prendrait trop de temps de détailler ça. Donc en gros, jury's still out, on verra ce qu'il en sera quand on va exploiter. Le choc, il touche plus les plus modestes, les mesures aussi vont bénéficier aux plus modestes. La résultante, est-ce que ça sera plus ou moins de pauvreté, plus ou moins d'inégalité en 2022 par rapport à 2021? Objectivement, aujourd'hui, je ne sais pas vous le dire. Et je vais consacrer les quelques secondes qui restent à parler de d'autres phénomènes. Les inégalités de patrimoine. Alors on sait, et c'est vrai dans tous les pays, je crois que les inégalités de patrimoine sont plus importantes que les inégalités de revenus. C'est l'intégrale des revenus, le patrimoine, donc évidemment. Donc là, vous avez les chiffres. Il y a 10% des personnes qui ont un patrimoine net de leur dette
supérieur à 600 000 euros et 1% supérieur à un peu plus de 2 millions d'euros. Et à l'inverse, il y a 10% des personnes qui ont un patrimoine net inférieur à 3 000 euros, et qui peut être même négatif, hein. On peut avoir bien sûr des dettes. Donc ça, et cette réduction du patrimoine, cette inégalité de patrimoine, elle tend un peu à s'accroître avec la hausse des prix de l'immobilier. Une partie importante évidemment du patrimoine, c'est les prix de l'immobilier. Le fait d'être propriétaire ou de ne pas l'être, qui est assez clivant, va accroître les inégalités de patrimoine lorsque les prix de l'immobilier eux-mêmes s'accroissent plus vite que le reste des prix. Quand on fait des comparaisons internationales, et c'est une publication qui est assez passionnante de l'OCDE de 2018, hein, sur est-ce que l'ascenseur social est cassé, on voit là, sur le premier graphique, enfin la partie haute du graphique, qu'en matière d'inégalité, on est plutôt mieux placé à l'inégalité de revenus. Hein, on regarde ça de façon statique. On est plutôt dans les pays qui ont moins d'inégalités que la moyenne des pays de l'OCDE. Bon, vous voyez, l'Islande, c'est là où il y en a le moins, et le Mexique, qui fait partie de l'OCDE, maintenant, c'est là où il y en a le plus. Après, quand on regarde, et c'est avec ça que je vais finir, sur des questions de mobilité des revenus, et donc est-ce qu'on est au cours de la vie, d'une génération à l'autre, dans des phénomènes statiques où ça peut bouger, on voit là qu'on n'est pas très bon. Que ce soit en termes de revenus, que ce soit quand on compare son niveau d'éducation à celui des parents, quand on compare son niveau de qualification à celui des parents, on est plutôt on est à gauche, c'est pas bon là pour la mobilité. On a moins de mobilité sociale que la moyenne des pays de l'OCDE. Et donc moi je vais l'illustrer sur deux études qu'on a faites récemment à l'INSEE. Une, c'est sur la mobilité dans l'échelle de revenus pour les personnes entre 2003 et 2019. Donc c'est pas facile à faire, il faut une infrastructure statistique où on peut comparer, on peut suivre les individus dans la durée, et on ne peut pas le faire depuis si longtemps que ça. Et puis il faut avoir des personnes d'un certain âge, hein, qui sont à la fois présentes en 2003 et 2019. On voit que la position qu'on a dans l'échelle des revenus, est-ce qu'on est dans les 20% les plus pauvres ou au-dessus, jusqu'aux 20% les plus riches, elle est très corrélée en fin de période à ce qu'elle était en début de période. Pour les 20% les plus modestes en 2003, 62% d'entre eux sont encore parmi les 20% les plus modestes en 2019. Donc c'est la partie verte de la gauche du graphique. On était dans le premier quintile, les 20% les plus pauvres en 2003, on y reste en 2019. Et puis vous avez le phénomène inverse pour les plus aisés. Si on est parmi les plus aisés en 2003, on a toutes les chances d'être parmi les plus aisés en 2019. Donc ça, c'est la mobilité sociale au cours de la vie active, je dirais. Et le dernier indicateur, c'est les mobilités d'une génération à l'autre. C'est encore plus difficile à faire d'un point de vue statistique. Il faut savoir comparer les revenus des parents aux revenus des enfants, ce qu'on arrive à faire un petit peu maintenant par notre infrastructure STAT. Et vous avez le même type de graphique où on compare, on regarde dans quel quintile de revenus étaient les parents, les 20% les plus modestes dans leur génération, ou les 20% au-dessus, les 20% les plus riches, et on regarde où sont les enfants par rapport dans leur génération. Donc quand on est enfant de parents qui étaient dans les 20% les plus modestes, on a 30% de chances d'être encore les 20% les plus modestes de sa propre génération. Mais on a quand même à peu près 10% de chances d'accéder aux 20% les plus riches. Et à l'inverse, pour les plus riches, si vous avez la chance que vos parents étaient dans les 20% les plus riches de leur génération, vous avez, dans un tiers des cas, vous serez dans les 20% les plus riches de votre génération, mais dans 15% des cas, vous pouvez tomber dans les 20% les plus pauvres. Donc il y a je ne sais pas dire si le verre est à moitié vide ou à moitié plein, et chacun commande ses chiffres un peu à sa manière. On le voit bien entre nous-mêmes. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mobilité intergénérationnelle, parce que vous voyez, les choses évoluent, mais il y a quand même une corrélation qui est évidemment assez importante entre le revenu des parents et le revenu des enfants, et on trouverait la même chose sur les niveaux d'éducation et sur les niveaux de qualification professionnelle.
Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais mettre comme mise de jeu. Je suis prêt à répondre avec D'accord. Christelle et puis peut-être mes collègues à Je vos crois qu'il questions. y a le